Le succès en amour ne se mesure pas à la durée. Et l'intensité de ce qu'on vit dans une relation ne se mesure pas non plus à la durée. Qui on est finalement si on prend toujours nos décisions par rapport à ce que les autres vont faire. La peur de ne pas satisfaire l'autre, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de perdre l'attention, l'affection, l'amour, la tendresse de quiconque, c'est juste le symbole que nous, on n'a pas assez de ce truc-là. Tout part d'une prise de conscience pour créer l'évolution, pour se créer un monde qui nous correspond plus. Bien le bonjour, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue dans le podcast Awake. Je suis ravie aujourd'hui d'être en compagnie de Patrick Bonfils, qui est Love Coach. Bonjour Patrick, bienvenue sur le podcast. Bonjour Valentine. Enchanté d'être accueilli sur ton podcast Awake. C'est un terme qui me parle particulièrement puisque c'est un peu ma mission aussi, enfin la mission que je me donne évidemment, hein. J'ai pas été missionné par qui que ce soit, mais c'est un peu la mission que je me donne aussi d'élever les consciences et de faire prendre conscience aux gens de qu'est-ce qu'ils font, les conséquences, qu'est-ce que ça envoie comme message entre les lignes, etc. Donc rien que le titre me parlait déjà beaucoup, donc Trop bien. Contente que tu sois là. Et avant de commencer et d'aller dans le vif un peu du sujet de l'amour au XXIe siècle, j'ai envie de te demander c'est quoi ton intention pour cet épisode ensemble? Alors, ben, l'intention, elle est assez alignée du coup, puisque l'amour au XXIe siècle, c'est quand même un sujet assez vaste, assez flou, j'ai l'impression, pour pas mal de monde, même pour moi. Parfois, c'est un peu. J'ai des fois des clients qui me disent, ouais, ça va très bien, alors qu'ils font rien pour. Et des fois, des clients qui me disent, ouais, ça va pas, alors qu'ils font tout pour. Et du coup, des fois, c'est un peu flou, donc voilà, je pense que l'idée, c'est de clarifier un peu certaines choses, de montrer un peu une certaine évolution qu'il peut y avoir à travers les décennies, les âges, pourquoi les codes ont changé et quels sont-ils aujourd'hui. Et voilà, de faire, encore une fois, faire évoluer les consciences, pas dire enseigner ou faire le pédagogue, mais expliquer un peu qu'est-ce qui est important de prendre en compte aujourd'hui quand on est sur la thématique de l'amour. Ouais, carrément. Et avant d'aller là-dessus, pour que voilà, on puisse aussi planter le décor et savoir, tiens, pourquoi est-ce que c'est toi qui viens nous parler de tout ça? Est-ce que tu peux un peu nous raconter dans les grandes lignes, hein, un peu toi, ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à être coach sur ce sujet-là? Mhm. Alors, ben, c'est assez paradoxal. Enfin, et en même temps, il y a beaucoup de monde qui fait ça. C'est parce que moi, j'ai eu beaucoup de soucis à ce niveau-là. Donc, du coup, j'ai dû beaucoup travailler, beaucoup me remettre en question, faire beaucoup de thérapie à gauche, à droite et tout. Là, je sais pas, ça doit faire 12 ans à peu près que je fais du développement personnel, 11-12 ans. Donc voilà, c'est le fruit d'un travail long, parfois acharné, parfois un peu plus en dilettante, mais c'est le fruit d'un travail continu. Et justement, cette idée de comprendre. Je me sentais vraiment en décalage avec les applications de rencontres et des choses comme ça. Et qu'est-ce que ça me renvoie en termes d'émotions quand je rencontre telle personne ou telle personne. Des fois, c'est facile, des fois, c'est pas facile. Il y a des choses qui nous font travailler beaucoup plus que d'habitude. Il y a des choses qui nous rendent tristes, il y a des choses qui nous mettent en colère. Et l'idée pour moi, c'est un peu de comprendre un peu tout ça, de comprendre mes réactions, mes fonctionnements. Et puis, bah voilà, avec le développement personnel, j'ai compris que c'était une immense trame inconsciente qu'on avait à l'intérieur qui faisait que à tel carrefour, s'il se passe ça, tu prends à gauche. Et puis, toi, tu es dans la conscience et tu n'as absolument aucune idée de ce qui est en train de se passer à l'intérieur. Et j'aimais pas n'avoir aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur. Donc voilà, c'est pour ça que c'est à force de me théraper moi-même. J'ai acquis des compétences pour comprendre justement qu'est-ce qui se passe, les jeux énergétiques aussi, parce que c'est aussi une thématique assez importante de l'amour aujourd'hui. Et voilà, j'ai compris comment ça fonctionne, je vois un peu les choses. Après, ma vision n'est pas la vision unique, hein, évidemment, ce n'est que ma vérité. Mais voilà, je me suis dit que ça valait la peine, après avoir traversé tout ça, de proposer ce chemin, je ne vais pas dire en accéléré, parce que rien ne vaut l'expérience aussi, mais d'accompagner les gens à travers ce chemin-là, puisque je l'ai fait et je me rends bien compte de ce que ça peut engendrer en termes d'émotion, d'énergie, de frustration, etc., etc., quoi. Ouais, ouais, donc c'est vraiment une quête personnelle, on va dire, qui après t'a amené à te dire, en fait, c'est important que le monde le sache aussi, que ce soit partagé et que tu puisses aussi aider les autres, du coup, à potentiellement comprendre, se comprendre ou recevoir les clés que toi aussi tu as pu percevoir pour toi, quoi. Exactement. Comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et donc, c'est en soignant que je suis devenu soignant. Donc, voilà, c'est un peu, je ne vais pas dire la boucle est bouclée, mais presque. Ok, ok, trop bien. Et donc, notre fameux sujet de l'amour au XXIe siècle, j'ai envie de te demander un peu, pour voilà, encore mettre le contexte du coup maintenant sur le sujet de l'amour,
Pour toi, c'est quoi un peu les grands challenges que tu vois, on va dire, de cette ère aujourd'hui qui est vraiment une ère du numérique aussi, où donc, par exemple, les rencontres se font pas pareil qu'il y a 10 ans ou même 20 ans. C'est quoi pour toi vraiment ouais, les gros challenges de cette ère du numérique, on va dire ça, par rapport à avant? La communication. C'est le massif challenge du 21e siècle, c'est la communication. Parce que déjà, la manière de rencontrer des gens est impactée par cette communication qui est devenue très numérique. Tous les codes, il y a d'abord des échanges par message, et puis ensuite éventuellement deux, trois photos pour voir un peu la tête de l'autre, ou des choses comme ça. Enfin, la tête ou plus, hein, il y en a qui perdent pas de temps, on va dire. Et après la rencontre en réel, alors qu'on sait déjà, je ne vais pas dire tout sur la vie de l'autre, mais on a déjà en principe pas mal discuté au moment où on fait la rencontre. Donc voilà, c'est toute une approche en termes de communication qui est très très différente. Et puis le deuxième axe vraiment j'ai le mot stratégique qui me vient en tête, pas vraiment de la stratégie, mais hyper important à prendre en compte, c'est le positionnement qu'on a quand on est dans cette démarche-là. Parce qu'on va sûrement en discuter, il y a plein de pièges sur les réseaux sociaux qui nous ramènent justement, bah, typiquement, vu qu'on est à l'ère du numérique, bah, on n'a plus besoin de s'exposer. On s'expose un peu moins, on va pas faire le pas vers madame, on va pas faire le pas vers monsieur. On fait juste des sweeps à gauche, à droite, ou en haut, en bas, selon sur quelle appli on est. Et c'est beaucoup plus impersonnel et donc c'est beaucoup moins confrontant aussi. Et du coup, quand on est confronté, bah, par exemple, au moment où il y a réellement un date, une première rencontre, ou même les suivantes, hein, bah, les challenges qui arrivent, ils sont plus challengeants, puisqu'on n'a pas cette habitude de se challenger soi-même, à faire l'effort pour aller vers les gens, quoi. Donc, on a tendance un peu à se renfermer sur soi-même, à cacher encore un peu plus sa vulnérabilité. Et du coup, quand elle est titillée, quand il y a une vraie rencontre, bah, c'est encore plus fragile et ça participe à l'insuccès de la relation parce que si on est trop challengé, si on est trop titillé dans une relation, on va considérer que c'est pas la bonne et puis on part. Ok, ok. Et ce serait quoi les avantages au contraire? Ah, mais les avantages, c'est le côté pratique. Mhm. Le côté pratique, on n'a pas besoin de sortir, on n'a qu'à, en guillemets, choisir quelques belles photos et puis se trouver une description qui est un peu parlante, ce qui n'est pas extrêmement compliqué maintenant. En plus, maintenant, avec l'intelligence artificielle, j'imagine qu'il y a plein de possibilités de se trouver une description un peu sympa, un peu accrocheuse. Et du coup, bah, on peut draguer en étant en caleçon devant un épisode d'une série, quoi. Il suffit de dire oui, non sur des téléphones, et puis quand ça répond, bah, on envoie des messages, et puis c'est une manière déjà d'amorcer la chose, quoi. Et puis après, bah voilà, en termes de temps, d'énergie, d'argent même éventuellement, parce que combien de sorties il fallait à l'époque pour trouver un ou une partenaire et combien il en faut aujourd'hui, je pense qu'en termes d'argent, c'est aussi une petite économie. Et donc, c'est un peu ça les avantages principaux que je vois, quoi. Mhm. Ouais, ouais. Et c'est vrai que allez, tu l'as dit dans ce que tu racontes là, c'est que aujourd'hui tout est accessible partout. Et je pense que, bon, je sais pas si je t'avais déjà entendu dire ça, mais je crois que tu seras d'accord avec moi pour dire que, ben, on est dans la société de consommation, mais du coup, ben, l'amour est aussi maintenant consommé comme on achèterait un produit Amazon, on l'a chez nous le lendemain, ça nous plaît pas, on le renvoie. Et les relations sont comme ça aussi plus, ouais, rapidement consommées, ça nous plaît pas, on change, ça nous plaît, on continue, mais peut-être moins aussi d'investissement que ce soit en temps, en énergie, en argent, je sais pas un peu ce que tu en penses. Alors, oui et non. Je suis d'accord qu'on est dans une société de consommation, donc il y a cette énergie-là, on baigne dedans, et du coup, à un certain niveau de conscience ou d'inconscience, ça va impacter notre manière d'être en relation. Ça, oui. Après, je pense que les plans cul, les plans d'un soir, les adultères, les choses comme ça a toujours existé. Et ce côté un peu relation Kleenex, comme on dit, où je te prends, je te jette, j'ai l'impression que ça a toujours existé. Après, moi-même, j'ai pas toujours existé, donc je peux pas le confirmer non plus, mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose de nouveau. C'est peut-être quelque chose qui s'est un peu accéléré, un peu densifié, avec justement ce côté impersonnel des écrans. On discute pas avec une personne, on discute avec un écran. Et même si on sait qu'il y a quelqu'un derrière l'écran, c'est ce qui amène notamment les dick pics, par exemple, ou les nudes en général et tout. Je pense pas que dans les années 80, on allait vers une femme en lui disant: «Eh, regarde ma bite, tu la veux?» Donc voilà, c'est un peu, il y a certains phénomènes qui se sont un peu amplifiés ou accélérés avec le numérique. Mais je pense que globalement, ce côté de consommation était déjà présent avant dans les relations. Ce qui fait qu'il y a peut-être une évolution par rapport à ça, c'est qu'avant, les femmes en tout cas, étaient plus dans une quête de sécurité,
Encore une fois, dans les années 50, 60 ou 70, quelque chose comme ça. Il y a plus une question de sécurité. Du coup, quand on a trouvé quelqu'un, bah, on fait un peu moins la fine bouche peut-être. Et ça peut jouer peut-être sur le fait qu'il y avait moins que nos parents ou nos grands-parents ont moins de partenaires que nous dans nos vies aujourd'hui. Mais globalement, je pense il y en a quand même peu, même chez les générations dans le sud de la nôtre, il y a quand même peu de personnes qui ont eu que un ou deux partenaires. Ils sont quand même tous au minimum, je pense, à 4 5. Donc il y a aussi quand même ce côté, on teste, on fait une expérience, on voit comment ça se passe, non, on jette, on prend un autre et tout. C'était moins dans la durée parce qu'il y avait plus aussi cette notion d'engagement. Hmm. Ouais, ouais, c'est ça, c'est la manière dont la société fonctionne et les priorités aussi qui étaient pas les mêmes, quoi. Donc forcément, ça change aussi. Ouais. Hmm. Oui, exactement. Puis en termes de sociologie, on voit bien les différentes, si vous regardez les caractéristiques de chaque génération, elles sont extrêmement différentes et elles sont extrêmement claires aussi, extrêmement pertinentes. La génération silencieuse, c'est les gens qui sont nés dans les années 1930. Après, il y avait, je ne sais plus comment on les appelle, je ne me rappelle pas du nom de toutes les générations, mais si vous regardez un peu leurs caractéristiques principales, effectivement, il y avait des moments où la loyauté, l'investissement, l'engagement, c'était j'ai donné ma parole, alors j'y vais et tout. Et au final, on se retrouve avec peut-être des relations totalement infonctionnelles et improductives, mais qui continuent quand même parce qu'on s'est engagé, donc on ne va pas s'arrêter là, quoi. Et Hmm. quitte Ouais, à ouais, avoir un adultère ou des choses comme ça derrière. ouais, c'est ça. C'est pas non plus parce que ça dure que tout est beau et tout est rose, quoi. Bien Mais bon. sûr que non, bien sûr que non. Le succès en amour ne se mesure pas à la durée. Et l'intensité de ce qu'on vit dans une relation ne se mesure pas non plus à la durée. J'en ai Hmm. fait personnellement l'expérience. J'ai vu une femme une fois pendant quoi, 3, 4 semaines. Un peu cœur d'artichaut que je suis, je me suis attaché, on va dire, un peu plus vite qu'elle. Il m'a fallu plus d'1 an pour m'en défaire, entre guillemets, vraiment. Alors qu'on s'était vu 3, 4 semaines. Donc voilà, la durée d'une relation n'est pas du tout significative de son succès. Absolument pas. Tu dirais, c'est quoi alors qui fait le succès de la relation? Comment elle nous fait sentir, tout simplement. Sur la durée, hein, pas à chaque instant. C'est la vie, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a pas un truc sur Terre qui est vivant, qui n'a pas une organisation, je dirais, cyclique, un fonctionnement cyclique. Il y a les saisons, il y a la lune qui monte, qui descend, il y a le soleil qui monte, qui descend, des fois plus, des fois moins. Il y a les marées, il y a tout. Tout être vivant sur Terre a un cycle. Eh ben, les relations, c'est un être vivant aussi, en tant que tel. C'est pour ça qu'on dit 1 + 1 = 3. C'est toi plus moi égale une troisième entité qui est vivante, puisqu'elle est composée de deux êtres vivants. Et du coup, bah, il y a des hauts, mais il y a aussi des bas. Et donc, c'est pas sur là, je me sens pas bien, donc la relation marche pas. Il Hmm. faut voir les choses sur leur durée. Mais je pense que c'est clairement ouais, une forme d'épanouissement ou en tout cas de paix intérieure, d'apaisement. Il y a cette phrase qui est assez célèbre de je sais plus qui dit une relation, ça doit être un. Bon, c'est une phrase en anglais, donc je vais la traduire, elle est peut-être pas moins jolie en français, mais ça dit une relation, ça doit être un port de plaisance et pas un bateau de guerre. Et c'est exactement ça. Si dans ta relation, tu as l'impression d'être sur un bateau de guerre, qu'il faut faire attention, qu'il faut rester sur le qui-vive, qu'il faut être super attentif, qu'il faut pas dire ceci, qu'il faut pas faire cela, ben, t'es peut-être pas super heureux à ce moment-là. Et puis si c'est vraiment régulier dans ta relation qu'il y a des choses comme ça, c'est peut-être qu'il y a des choses à régler, voire une relation à terminer, puisque c'est peut-être pas la bonne. Mais voilà, moi c'est un peu ça qui fait le succès d'une relation, c'est le bonheur qu'on peut y avoir. Hmm. Ok, ok. Bon, on ira creuser un petit peu ça après, mais juste avant, tu as parlé voilà, du fait que, ben oui, sur les réseaux, maintenant, on peut voir de tout, on peut aussi croiser tout le monde, les relations prennent différentes formes. Et je trouve que c'est aussi un phénomène qui se voit, ben, par exemple, en termes de propositions de séries, de films qui existent Mm. aussi maintenant. On a beaucoup plus accès, notamment à du contenu bah, pornographique ou avec aussi des scènes sexuelles ou même simplement tous les genres confondus, quoi, bah, voilà, des hétéros, des bi, tout type de relations. Est-ce que tu aurais un peu des clés peut-être à apporter pour réussir à se positionner par rapport à bah, toutes les possibilités de relations qui existent? Parce que je pense que d'un côté, c'est bien parce que ça ouvre les esprits à ce qui est possible, mais d'un autre côté, ça peut aussi être bah, vraiment perturbant puisque du coup, on est même plus sûr de l'attirance peut-être qu'on avait au départ pour les hommes ou Mm. pour quel sexe. Bien sûr, et ça peut aussi remettre en question. Est-ce que j'en fais assez? Est-ce que ce que je propose, c'est assez intéressant? Est-ce que je suis à la hauteur, entre guillemets? Encore une fois, quand on voit comme tu dis, des films pornographiques avec des scènes de gangbang ou des choses comme ça, c'est pas facile de porter ses couilles en sortant de là, quoi. Il y a quand même des moments où on se dit, ouais, mais moi, je fais pas ça, quoi. Est-ce que c'est normal?
c'est qui le bizarre entre moi et le truc que je viens de voir? Le truc que je viens de voir, il est sur un écran, donc à la télé. Ça a une forte audience, ça veut dire que ça plaît aux gens. Du coup, c'est peut-être eux qui ont raison, puis pas moi, quoi. Et du coup, ça peut remettre en question aussi par rapport à ça. Mais globalement, le positionnement, c'est une histoire d'être à l'écoute de son corps. Ça paraît un peu basique comme ça, mais fondamentalement, c'est ça le fonctionnement. Qu'est-ce que ça m'évoque, l'idée, la projection, quand je m'imagine je sais pas, dans un plan à trois, dans une relation polyamoureuse, dans une relation hétérosexuelle ou homosexuelle ou avec un trans, ou est-ce que ça me fait peur? Ça, c'est une chose, la peur, mais c'est pas un outil de décision. La peur, elle vient plus probablement de l'ego, pas forcément chaque fois, mais très probablement de l'ego. Donc, c'est pas forcément un truc qu'il faut écouter en permanence. Ce qu'il faut écouter, c'est plutôt est-ce que je me sens excité? Est-ce qu'il y a de l'intérêt? Est-ce qu'il y a de la curiosité? Est-ce que j'ai envie d'en savoir plus? Si on parle de films pornographiques, est-ce que j'ai envie d'en voir plus aussi? Ou alors, est-ce qu'au contraire, non, ça me fait des frissons dans le dos, ça me donne un peu froid, je me sens un peu tout recroquevillé comme ça. Ça, c'est plutôt une idée que non, bah, ça, c'est pas une piste pour moi, quoi. Il y a vraiment plein, plein, plein d'informations que notre corps, il nous donne. Et le positionnement, c'est écouter son corps et suivre les éléments positifs qu'on ressent dans notre corps, selon moi. Merci pour ton éclaircissement sur le sujet. Parce que c'est vrai, comme je disais avant, je pense que c'est... Ouais, ça peut être très déstabilisant. Et est-ce que tu trouves que... Enfin, je sais pas, moi je pars beaucoup du principe de l'expérimentation, mais je me demande, est-ce que ça s'applique dans ce domaine et est-ce que c'est sain de l'appliquer aussi dans ce domaine pour, bah ok, on écoute notre corps, nos ressentis, etc. Est-ce que ça vaut la peine, entre guillemets, d'aller expérimenter tout ce qui existe pour trouver ce qui nous correspond ou pas? Bah, je pense que chacun fait comme il veut. C'est un Mm. peu. Il y a des personnes qui ont besoin d'expérimenter pour savoir. Il y a des personnes qui ont besoin juste d'y penser, puis ils ont déjà une idée assez claire de ce que ça va me plaire ou pas. Et puis après, bah, encore une fois, écouter son corps, c'est pas seulement au moment de prendre la décision, c'est aussi pendant qu'on fait cette expérience. Parce que si on est en plein milieu d'une expérience, puis que tout d'un coup ça se passe mal, qu'on n'a plus envie, que justement on commence à se refermer, etc., continuer, c'est clair que c'est la porte ouverte au trauma, pardon. Donc, ça va être hyper compliqué de gérer la situation et ses conséquences après coup. Donc, être à l'écoute de son corps, c'est aussi pendant l'expérience qu'on est en train de faire. Par exemple, moi, la première fois que j'ai eu une expérience de ce genre-là, c'était avec une de mes partenaires. On en avait beaucoup discuté au départ, en amont. On en avait discuté ce qu'on voulait, ce qu'on voulait pas, ce qu'on avait peur, quelles étaient nos attentes, quels étaient les éléments de sécurité émotionnelle. Et en fait, on s'était dit aussi, on s'était promis même, à tout moment, pendant l'événement, on a le droit de dire stop, autant elle que moi. Et c'est non négociable. C'est même pas discutable. Si on dit non à ce moment-là, on s'arrête complètement et on débriefe, on se calme, entre guillemets, ensemble, ou chacun de son côté, peu importe, et on débriefe après. Mais on va pas en débriefer sur le moment pour essayer de rester quand même dans l'excitation, puis de continuer si on a réussi à convaincre l'autre. S'il y a le moindre truc qui se passe mal dans ce genre de situation, on dit stop et on s'arrête tout de suite. Sinon, c'est vraiment, ouais, et comme je dis, c'est la porte ouverte à trauma en tout genre et blocage et crispation et jugement après sur des gens qui ont pu faire ça ou des choses comme ça. Donc, encore une fois, rester à l'écoute de son corps, même pendant l'expérimentation, et voir peut-être que l'expérimentation va se passer mieux qu'on pensait, peut-être qu'elle va se passer moins bien, peut-être que on pensait que ce serait super excitant, enfin on vivait une chose, un élément comme super excitant, puis en fait quand on le fait soi-même, non, quelle horreur, je suis beaucoup trop jaloux, je suis beaucoup trop énervé, je suis beaucoup trop crispé, j'ai peur, j'y arrive pas, etc. C'est aussi des choses à écouter. Donc l'expérimentation, pour certains c'est nécessaire, pour d'autres pas. Quoi qu'il en soit, restez à l'écoute des sensations que votre corps vous envoie, et c'est le meilleur guide que vous avez pour savoir ce qui va vous plaire ou pas. Hmm. Ouais, ouais, je pense que c'est hyper précieux de garder ça en tête et en fait, ça revient aussi à ce que tu disais au début, c'est ce pilier de la communication en fait. Mm. Mais d'abord, communiquer avec soi-même correctement, s'écouter correctement et aussi considérer comme légitime nos ressentis. Parce que Mm. je pense que parfois aussi, et c'est certainement une problématique que tu peux voir beaucoup avec les personnes que tu accompagnes, c'est que on va moins s'écouter soi parce qu'on a envie de plaire à l'autre ou parce qu'on a peur d'être rejeté, parce qu'on a peur de plus appartenir, etc. Et du coup, j'ai envie de te demander, OK, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour se responsabiliser par rapport à ça et faire en sorte d'entretenir en fait des relations qui soient saines et équilibrées, que ce soit Mm. avec nous-mêmes d'abord et avec les autres aussi. Mm.
Bah, j'ai fait, il y a quelques années, j'ai fait du tantra. J'ai fait des stages de tantra pendant 4 ans. Et en fait, la thérapeute nous avait dit, une fois, elle nous avait fait un grand monologue c'était une matinée, je crois, sur s'aimer soi-même pour être mieux en relation avec l'autre, etc., etc. Puis pendant le repas, il y en a qui voulaient revenir un peu sur le sujet. Puis elle a un peu, pas piqué la mouche, mais elle voulait résumer le truc. Puis elle a dit, bah, c'est simple, plus on s'aime soi-même, moins on fait chier les autres. Et c'est extrêmement parlant, je trouve. La peur de déplaire, la peur de ne pas satisfaire l'autre, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de perdre l'attention, l'affection, l'amour, la tendresse de quiconque, c'est juste le symbole que nous, on n'a pas assez de ce truc-là. Si moi j'ai 12 kilos de chocolat dans ma cuisine, puis que tu me dis, ouais, si tu fais pas ce que je dis, je te donne pas de chocolat. Mais je m'en fous, j'en ai 12 kilos dans ma cuisine. J'ai absolument aucun intérêt à faire ce que toi tu veux, puisque ce que tu me proposes en échange, bah moi j'en ai assez chez moi. Et d'ailleurs, il y a un super livre à ce sujet qui s'appelle La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz, celui qui a écrit les quatre accords Toltec. Et il explique justement, d'ailleurs, c'est un peu, je sais pas si c'est un hasard ou pas, mais il prend cet exemple de la cuisine justement pour expliquer la dépendance affective. Et en fait, bah, c'est exactement l'exemple que je viens de donner. En fait, si ton armoire elle est vide, puis quelqu'un vient à la porte, il dit tu fais exactement ce que je veux et je te donne à manger, bah tu vas le faire. Alors que si tes armoires elles sont pleines, puis que le mec il revient et dit tu fais exactement ce que je veux, sinon je te donne pas à manger, mais on s'en fout qu'il donne à manger ou pas, on en a plein les armoires, nous. Et ben pour l'amour de soi, c'est pareil. Si nous, on s'aime, on n'a pas besoin que les autres nous aiment. On a moins besoin, en tout cas. Après, Maslow, en sociologie, dit qu'effectivement, c'est un besoin fondamental quand même, mais il y a moins ce besoin. Il est moins intense, il prend moins de place, il va moins gouverner nos décisions, justement, qui peuvent mener bah, à la dépendance affective, à faire les choses parce que sinon, lui, il va pas aimer, sinon, elle va me quitter, sinon. Mais qui on est finalement si on prend toujours nos décisions par rapport à ce que les autres vont faire? Mm. Et du coup, comment on fait pour remplir nos placards? Excellente question. Il y a plein d'exercices. Il y a se dire déjà changer le discours intérieur qu'on a. Un des exercices que je donne souvent à mes clients au tout début, parce que souvent, enfin, globalement, on manque tous de ça. Je ne sais plus quels sont les chiffres, mais on a une quantité d'heures d'attention négative à notre égard jusqu'à nos 18 ans. J'ai en tête 27 000 heures d'attention négative et quelque chose comme 5 ou 6 000 heures d'attention positive jusqu'à nos 18 ans. C'est un épisode de Et tout le monde s'en fout qui parlait de ça justement. Se donner de l'attention positive, en fait. Et typiquement, l'exercice du miroir, c'est d'aller devant un miroir, les yeux dans les yeux, et de dire des choses positives à notre sujet. Ça peut être des petits trucs. J'ai bien mangé, bien cuisiné hier soir, je suis fier de moi parce que j'ai fait mon sport, je me trouve beau gosse aujourd'hui, je suis content parce que j'ai perdu du poids cette semaine. Des petits trucs comme ça, mais juste des trucs pour nous valoriser et toujours avec des phrases en positif, donc pas de négation dans la phrase, et éviter les mots du style euh, 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 horreur, dégueulasse, moche, fatigué. Des gens qui disent ouais, je suis moins fatigué aujourd'hui qu'hier. Dis que tu as plus d'énergie en termes d'énergie des mots. Ça, c'est vachement important. Dire je suis moins fatigué, il y a moins fatigué et il y a une négation, puisqu'il y a le moins. Donc, il y a trois éléments négatifs dans une phrase de 5 mots. C'est pas très, très porteur. Donc, ça, c'est un des éléments. Puis après, essayer de faire un bilan un peu honnête de qui on est, quoi. De voir un peu autour de nous qui nous donne de l'amour, pourquoi, de se questionner un peu sur qu'est-ce que j'apporte au monde, qu'est-ce que j'apporte à ma communauté, qu'est-ce que j'apporte à mon cercle, et se rendre compte qu'il y a plein, 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 plein de gens qui nous aiment, en fait. Le nombre de personnes qui nous aiment, il est incalculable. Et les symboles d'amour qu'on a reçus, c'est pas forcément des je t'aime écrits en rouge sur un papier blanc. C'est des fois juste des parents qui nous donnent à manger, qui nous inscrivent à l'école, qui nous payent un cours de violon, qui nous payent des vacances ou des choses comme ça. Tout ça, c'est déjà de l'amour qu'on a reçu. Donc de l'amour, on en a reçu une quantité astronomique. Le problème, c'est que souvent, c'est pas associé à de l'amour, c'est juste, bah, ça c'est de l'éducation, ça c'est normal, ça c'est mes parents, donc ils doivent. C'est déjà de l'amour. Donc l'amour, vous en avez reçu, et donc vous êtes tous dignes d'amour, non pas pour ce que vous faites, mais pour ce que vous êtes. Ouais, merci pour ces mots. C'est vrai que je trouve que ça fait trop du bien de regarder genre les gestes d'amour. Moi, je me souviens d'une fois où, comme je travaillais en job étudiant dans un supermarché, et genre, j'avais pas envie ce jour-là, et je me suis dit, tiens, si je m'amusais à repérer tous les gestes d'amour des gens autour de moi aujourd'hui, eh ben, j'ai passé la meilleure journée de ma vie.
Tu m'étonnes. alors que j'ai passé 10 heures à scanner des codes barres et mettre les choses dans Hum, les rayons. Mais du coup, forcément, vu que moi j'avais un regard différent, bah, je voyais aussi que les gens m'approchaient différemment, puis même remarquer juste les gestes d'amour entre les gens, bah, moi je trouve que ça me donne aussi de l'amour puisque j'arrive à reconnaître ça. Et c'est hum. vrai, comme tu dis, parfois c'est des trucs qui peuvent nous sembler bateaux ou tous des trucs qu'on prend pour acquis ou qu'on se dit ça, c'est normal. Mais en fait, c'est pas forcément normal et ça fait juste du bien de le voir, quoi. Donc, Bien ouais, sûr, bien je sûr. valide cet exercice. Le focus qu'on met dans nos pensées et dans nos paroles, il est extrêmement important et il définit tellement de choses. Encore une fois, la pensée positive, ça marche pas toujours, mais la pensée négative, ça marche à chaque fois. Donc, autant aller vers la pensée positive et les gens qui ont tendance à être un peu pessimistes, à être toujours fatigués à la fin d'une journée ou qui dorment très mal ou des choses comme ça, commencez par la pensée positive. Faites-vous un petit bilan, ça un exercice que mon parrain m'avait donné quand j'avais, je sais pas, j'avais 10 ou 12 ans, je crois. Il m'avait dit, quand tu te couches le soir, fais le bilan de ta journée. Compte le nombre de choses positives qu'il y a eu dans ta journée et le nombre de choses négatives. Et l'écrasante majorité du temps, tu as un ratio de x4 ou x5 pour les éléments positifs. Seulement si à la fin de ta journée, tu décides de regarder, ah, qu'est-ce qui m'est arrivé de mal aujourd'hui? Il y a eu ça, il y a eu ça, puis il y a eu ça, bah, tu es vite à 2 ou 3 contre rien de positif. Et du coup, ah putain, j'ai passé une journée de merde, j'ai eu 3 trucs négatifs. Faire le bilan positif et négatif, déjà pour voir le ratio, et même en termes d'attention dans sa journée. Encore une fois, l'attention, c'est un choix. On décide de porter son attention sur tel ou tel événement, donc rien ne vous empêche de... Au début, c'est un effort. Si vous avez calibré votre cerveau pour regarder les choses négatives, les menaces, les trucs qui vous font peur, qui confirment votre insécurité ou des choses comme ça, c'est un effort au début. Mais décider de changer et de voir les éléments qui nous donnent plus de confiance, d'amour, de positivité, etc., c'est tout à fait possible. Et au bout d'un moment, bah, le cerveau, c'est un muscle, hein, donc au bout d'un moment, il prend cette habitude-là et il va le faire spontanément aussi. Mais c'est clair qu'au début, passer du négatif au positif, c'est un effort. Ouais, ouais, c'est important de le rappeler aussi parce que je pense que sinon ça peut encore enfoncer plus ceux qui disent ouais, de toute façon, moi j'y arriverai jamais, j'arrive jamais. C'est ça. Faut faire l'effort, faut aussi, je pense, se laisser l'opportunité d'essayer et d'essayer vraiment quoi. Pas en se disant d'avance que ça va pas marcher pour moi Mm. parce que je suis différent, que personne me comprend et que j'y arriverai jamais. C'est ça. Bah, Mm. ça, c'est le terreau le plus fertile à ne pas arriver à quelque chose, quoi. C'est de se dire Mm. qu'on va pas y arriver. Ouais, clairement. Mais du coup, moi, j'ai quand même un point. C'est par rapport à, bon, ok, la notion d'amour de soi, etc. Tu vois, on voit souvent cette phrase passer sur les réseaux sociaux, ou même enfin, parfois des personnes aussi qui peuvent partager ça, de aime-toi d'abord et après seulement tu iras aimer les autres. Mhm. Est-ce que toi, tu crois que c'est incompatible le fait de manquer d'amour de soi et réussir à construire une belle relation avec quelqu'un d'autre? Absolument pas. Alors, dis-nous en plus. Ça favorise le fait de trouver une belle relation. Mais une relation, c'est quand même le meilleur endroit où trouver de l'amour. Peut-être, ça me rappelle un dessin, il y avait, je sais plus, c'était deux petits animaux qui discutaient, puis il y en a un qui dit, ouais, je suis pas très fan de moi aujourd'hui, je suis pas content, machin et tout. Et l'autre, il lui dit, bah tiens, je te prête la confiance en toi que j'ai, et puis quand ça t'aura servi à développer la tienne, bah tu pourras me la rendre. Et c'est Mm. exactement ça, c'est genre, même si on s'aime pas entièrement, il y a toujours des gens qui vont nous trouver incroyables. Toujours. Et même quand les jours où on s'aime entièrement, il y a toujours des gens qui vont nous trouver dégueulasses. Donc, choisissez vers qui vous allez. Et même si vous vous aimez pas entièrement, bah, essayez de vous inspirer de ceux qui vous aiment. Pourquoi ils vous aiment autant? Qu'est-ce qui fait que vous générez cette émotion chez eux? Est-ce qu'ils peuvent vous inspirer, vous indiquer des choses peut-être que vous n'avez pas vues, qui vous paraissent banales ou des choses comme ça? Donc, plus on s'aime soi-même, plus c'est facile d'être dans une relation épanouissante. Mais c'est pas nécessaire de s'aimer à 100% sur tous les plans. D'ailleurs, je me demande s'il y a ne serait-ce qu'un être humain qui existe ou qui a existé, qui s'est un jour aimé à 100%. C'est pas nécessaire d'être à 100% pour avoir une relation épanouie. Bien sûr que non. Mm. Mm. Et comment est-ce qu'on fait du coup pour pas que ça devienne de la dépendance affective? Bah, l'idée, c'est que j'ai un peu d'amour en moi, assez, on va dire, pour avoir la confiance, pour parler sereinement, pour prendre mes décisions, dire, voilà, moi, maintenant, dans ma vie affective, je veux ceci, je veux cela, je veux une relation sérieuse, je veux des enfants, je veux un plan cul, je veux peu importe. Il y a pas de jugement sur le type de relation, mais décider déjà clairement ce qu'on veut. Et ensuite, une fois qu'on est dans cette relation, bah, voir qu'est-ce qui nous fait du bien aussi chez l'autre. Qu'est-ce que l'autre fait
qui fait que moi, je le trouve incroyable. Parce que les effets miroirs, ça marche dans les deux sens. Quand on est énervé, quand quelqu'un nous énerve ou nous agace ou nous fait peur ou quoi, on dit ouais, c'est un miroir parce que t'as pas réglé un truc en toi. Ouais, sans problème. Mais pour le positif, ça marche aussi. Quand quelqu'un nous évoque un truc absolument faramineux, d'émerveillement, d'épanouissement, qu'on est trop bien juste parce que la personne elle est là, ben qu'est-ce qu'elle a qui fait que tu n'as pas pu le voir chez toi avant de le projeter sur cette personne? Qu'est-ce qui fait que tu as dû attirer une personne comme ça pour que ton inconscient projette sur elle que toi, tu as déjà ce truc en toi aussi? Donc après, c'est pas forcément du un pour un, hein. Si on tombe sur un radin, ça veut pas forcément dire qu'on est radin. C'est peut-être un truc un peu plus en dessous. Il a peur il a peur de perdre, donc il a une mauvaise relation à l'argent. Puis ça peut faire écho avec la vôtre. C'est pas forcément c'est pas exactement le même type, mais l'origine des choses est la même. Et du coup, si vous trouvez des choses que chez l'autre qui vous fascinent, il y a de fortes chances que vous ayez ça aussi en vous. Et une autre manière aussi de développer son amour de soi pour ne pas tomber dans la dépendance affective, c'est bah, tout simplement copier. Qu'est-ce que fait l'autre qui me rend tellement heureux? Ok, bah, je vais faire pareil pour moi alors. Est-ce que quand l'autre il m'offre des fleurs, ça me rend super heureux? Ouais. Ok, ben, le week-end où on se voit pas, bah, moi je vais aller m'acheter des fleurs pour moi. Et c'est Mm. un geste d'amour. Peu importe de qui il vient, c'est un geste d'amour que nous recevons. Peu importe si c'est nous qui l'initions, c'est nous qui le recevons. C'est ça qui compte. Ouais, c'est ça. Donc, pas attendre qu'on nous le donne. Enfin, en fait, s'inspirer des actions que l'autre fait envers nous qui nous font du bien et pas Mhm. attendre qu'il nous les donne pour, voilà, avoir de l'amour et aussi se les accorder à nous-mêmes, quoi. C'est ça. Parce que ça, Mm. c'est le meilleur moyen d'arriver sur un ouais, tu m'as pas offert des fleurs ce week-end. Mm. Meuf, le magasin de fleurs, il est juste en bas de chez toi, tu peux y aller aussi, quoi. Ouais. Il y a pas de, faut pas devenir dépendant, justement, il a fait un truc qui me plaît, donc j'attends qu'il le refasse. Mm. Ok, c'est très bien, mais le jour où il le fait pas, ça va créer un conflit dans la relation. Et ça va être compliqué au moment où tu vas te rendre compte que c'est plutôt de ta faute. Ouais, Donc, donc là aussi, c'est responsabilisation sur exactement. et ce qui se passe. Mm. Ok, ok. Et donc là, ouais, on parlait de dépendance affective. Bon, une fois qu'on est en relation. Mais tu vois, il y a aussi maintenant tout ce truc. Bon, c'est très bien parce que du coup, les réseaux permettent aussi de parler de beaucoup plus de sujets maintenant que ce qu'il y avait avant, comme bah, des abus, des violences, Mhm. tout aussi ce truc un peu, ça c'est un red flag, ça non. Comment est-ce qu'on peut faire, si tu as des clés à partager, pour réussir à reconnaître un peu les signes avant-coureurs des relations toxiques ou abusives? Je pense que c'est une question de valeur. Ça dépend de la valeur que vous avez, vous, personnellement. Euh, Typiquement, si vous êtes du style à critiquer votre ex, bah, si vous rencontrez quelqu'un qui critique son ex, vous allez plutôt être dans la création d'un lien plutôt que d'y voir un red flag. Hmm. Donc, alors que pour d'autres, dont je fais partie, quelqu'un qui critique son ex sans arrêt, ça me donne pas envie d'être en relation avec, parce qu'il y a quand même de fortes chances qu'un jour ce soit moi l'ex. Et j'ai pas envie qu'on parle mal de moi, et j'ai pas envie qu'elle ait cette rancune ou cette aversion pour moi, alors qu'à un moment donné, on a été en relation, probablement qu'on a fait l'amour, qu'on était amoureux, etc. Se détacher de ça, c'est une chose. Aller complètement dans l'aversion, c'est quand même vachement plus violent, quoi. Donc, je pense que les red flags, ça dépend des valeurs qu'on a tous. Mais globalement, ouais, ça, c'est quelqu'un qui parle mal des gens, quelqu'un ou qui parle mal aux gens aussi. Typiquement, les merci au serveur, c'est indispensable pour moi. Je vais au resto avec une femme, elle dit pas merci, elle a déjà perdu 80% de mon intérêt. Et c'est biologique, hein, c'est pas un choix que je fais. Je me dis pas, ah, bim, je la descends. Non, c'est automatique. Si je vois qu'elle est pas respectueuse, je sais pas moi, qu'elle va jeter ses papiers par terre ou des choses comme ça, pour moi, c'est des trucs, c'est pratiquement éliminatoire. Alors si on a ne serait-ce que deux dans la soirée, ben, chaud, au revoir. Donc, Hmm. les red Ça flags, ramène beaucoup à tes valeurs, comme tu disais oui, avant. exactement. Ça ramène beaucoup à nos valeurs personnelles et qu'est-ce qu'on tolère dans la relation. La personne, comme elle se montre, c'est la manière dont elle va être dans la relation. En tout cas, elle va pas être mieux. Parce que le but d'un premier date ou des premiers dates, c'est de se montrer sous son meilleur jour. Donc, les choses qui vont changer, elles vont changer en moins bien. Elles vont pas changer en mieux. Si la personne pouvait faire mieux, 99 chances sur 100 qu'elle aurait donné ce mieux déjà aux premiers entretiens, aux premières rencontres. J'appelle entretien, c'est un peu un lapsus, mais c'est un peu ça quand même. Montrer ce qu'on veut, montrer ce qu'on vaut, montrer qu'on est intéressant et essayer de susciter le désir de l'autre, etc. Donc, si la personne pouvait faire mieux, elle le ferait.
La meilleure, la plus belle image que vous aurez de votre copain, de votre copine ou de votre mari ou de votre femme, c'est la première rencontre que vous avez faite, très probablement. S'il y a des choses qui changent après ça, ça va changer en moins bien, très probablement. Ouais. Après, évidemment, s'il y a du développement personnel, ça peut faire changer les choses. On peut acquérir des outils, des codes, des choses comme ça, qui font qu'on peut s'améliorer et améliorer donc l'image qu'on donne de nous-mêmes. Mais brut de brut, l'image ne peut que se dégrader. Mm. Au pire, rester égal, mais ça va pas s'améliorer. Donc, quelqu'un qui jette ses papiers, qui parle mal au serveur, qui va se parquer sur une place handicapée, par exemple, alors qu'il l'est pas, ou des choses comme ça, ou justement, qui parle mal de son ex, qui raconte que je sais pas, enfin, qu'elle a eu un passé de violence ou des choses comme ça peut être réglé aussi. Donc, ça, c'est pas non plus un red flag en soi, mais c'est toutes des choses auxquelles il faut faire attention parce que ça va pas aller en s'améliorant en principe. Mm. Ouais, donc là aussi, c'est une question d'écoute de nos ressentis, de notre intuition par rapport à cette personne, quoi, et de Tout à oser fait. respecter nos limites, en fait. Tout à fait. Est-ce que quand cette personne fait ça, moi qui suis à côté, je suis à l'aise? Est-ce que quand cette personne, elle parle mal au serveur, est-ce que moi, je suis tout à fait à l'aise de l'autre côté de la table? Ou est-ce que je suis gêné, je suis comme le serveur, je suis putain, merde, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle dit, machin, je sais pas où me mettre. Ben, ça va être comme ça dans la relation. Donc si sur le moment, ça te plaît pas, va pas dans la relation, parce que des moments comme ça, t'en vivras plein. Mm. Ça me fait rire en t'écoutant, je suis en train de revisionner mes dates, c'est là, alors. C'est intéressant. Mais ça m'a fait aussi penser à un schéma en t'entendant parler. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de schémas relationnels qui existent et sur lesquels il y a plein de choses à dire. Mais quand tu dis, voilà, justement, la personne, bon, ok, elle peut évoluer aussi, elle peut travailler sur elle et tout ça, ça me fait penser un peu au schéma où, du coup, l'un des deux partenaires va devenir un peu le sauveur de l'autre et va vouloir à tout prix qu'il change, un peu en mode, oh, cette personne, je sais qu'elle a un bon fond, je vais l'aider à changer, alors qu'en fait, l'autre a potentiellement rien demandé, mais ça crée aussi un peu un schéma de dépendance et peut-être d'attente trop haute. Donc voilà, ça m'a fait penser à ça. Je n'ai pas de question particulière, mais c'est vrai que c'est un point, je trouve, qui revient souvent dans les relations aussi. Mm. Oui, bien sûr. Bah, j'ai envie de dire, c'est un peu paradoxal, mais c'est hyper romantique, au fait. Mm. Parce que c'est une preuve d'amour. On voit que l'autre, il a un point pour s'améliorer, entre guillemets, facilement. Je sais pas, moi, quelqu'un qui est bordélique, bah, on lui dit, bah, regarde, juste ça, tu le mets au bon endroit, puis on va essayer de le sauver, on va essayer d'abord de le faire à sa place pour qu'il se sente plus à l'aise dans un appartement rangé, et puis on voit une petite amélioration qui peut mettre l'autre dans des meilleures conditions. Puis du coup, on essaie de lui inculquer ça. Puis, quelque part, on est en train d'essayer de la sauver, en fait. On est en train de la sauver de ce biais-là bah, pour l'exemple que j'ai pris, d'une personne qui est bordélique. Je vais essayer de la sauver. Le problème, c'est que, un, la personne, elle n'a rien demandé. Peut-être que l'ordre, c'est hyper angoissant pour elle, parce que ça la met face à, ouais, mais moi, je sais pas gérer ça, je vais pas pouvoir le maintenir, je vais faire que de merder ce truc-là, machin. Et surtout, ça la fait rentrer dans une posture de victime. Pour cet exemple-là, si on est sauveur, on met nécessairement l'autre dans une posture de victime. Quand on est dans une relation, la posture qu'on a, dans une immense majorité des cas, notre posture va induire la posture de l'autre. Mm. J'avais dit à un client il n'y a pas longtemps, c'était un fan d'une équipe de foot espagnole, puis j'avais dit, si là au bout, il y a la star de l'équipe qui vient là au bout du chemin, tu fais quoi? Il me dit, ah ben, je serais comme un dingue, je serais intimidé, je vais lui demander des photos, un autographe et tout. Je dis, ouais, puis lui, il va se comporter comment? Bah, il va faire une photo, un autographe, et puis on va peut-être discuter 2 minutes, et puis voilà, quoi. Je fais, ouais. Donc, si tu te comportes avec lui comme un fan, tu lui laisses pas le choix de se comporter comme une star. Et dans le triangle de Cartman, comme ça s'appelle, bourreau, victime, sauveur, bah, c'est pareil. Quand on se met dans la place du sauveur, on ne laisse pas le choix à l'autre personne que d'être la victime. Et inversement, quand on se place dans ce triangle-là en tant que victime, bah, on laisse le choix à l'autre que deux possibilités. Soit c'est notre bourreau, ce qui n'est pas très envieux, soit c'est notre sauveur, ce qui est fondamentalement pas très envieux non plus. Donc, ne refuser de jouer ces rôles, c'est le meilleur moyen de garder une relation qui n'est pas biaisée par des rôles de ce genre. Mm. Ouais, ouais, ouais. Mais ça me fait penser aussi à... Je sais qu'on en avait parlé une fois ensemble avant cette interview. Mais bon, encore une fois, je pense qu'on pourrait faire un sujet pendant des heures, donc je vais juste évoquer mon point. Et voilà, parce que l'amour, je crois que c'est un gros, gros, gros sujet. Mais tu sais, où tu m'avais évoqué le point où un peu
dis-moi avec qui tu as grandi et je te dirai qui tu aimes, un truc comme ça. Ouais, exactement. Dis-moi avec qui tu as grandi et je te dirai qui tu aimes. Ouais, je sais pas, peut-être si tu as, je sais pas, un ou deux exemples que tu as envie de nous partager, juste histoire aussi d'avoir, bah, comme tu l'as dit en tout début d'épisode, des clés qui puissent nous permettre juste de mettre de Mm. la lumière peut-être sur les choses qu'on mène au quotidien. Je pense que Mm. c'est un peu ça qui ressort à travers notre épisode là, de pouvoir observer nos schémas, voir comment on agit et nous Mm. responsabiliser en fait par rapport à nos relations et notre relation avec nous-mêmes aussi. Ouais, tout à fait. Bah, j'ai un exemple. Bah, je vais te redonner l'exemple que je t'avais donné d'ailleurs. J'ai une amie qui a, elle range jamais sa veste. Quand elle rentre à la maison, elle enlève sa veste un peu comme si c'était une camisole de force. Elle s'en défait tant bien que mal. Et tous les jours, sa veste, elle est au milieu du canapé. Une manche dedans, une manche dehors. Tu sais pas où c'est le haut, où c'est le bas, etc. Et moi, je vois ça. On est chez elle, c'est sa veste. Je m'en fous. Ça ne me dérange pas. Et plus tard, quand j'ai rencontré ses enfants, les enfants, ils font pareil. Déjà là, je me suis marré. Je me suis dit, ah tiens, c'est marrant, ça. Et il y a quelques semaines, j'ai rencontré la mère de cette amie. Elle fait exactement pareil. J'ai éclaté de rire quand j'ai vu ça. Parce que du coup, la mère faisait ça. Ça ne lui a jamais posé de problème. Du coup, elle n'a jamais cherché à faire évoluer cette posture-là. Du coup, elle a transmis ça à la fille, qui est donc mon amie. La fille n'a jamais vu de problème avec ça. Donc, elle n'a jamais cherché à changer ça, à faire évoluer ça. Et maintenant, elle le transmet à ses enfants. Et ses enfants, peut-être qu'il y en a un des deux qui va piquer la mouche, puis qui va dire, ah, mais non, je veux pas faire ça, c'est en chenille, c'est pas respectueux pour ma veste et tout. Bah, maintenant, moi, je l'arrange. Et puis que l'autre enfant va dire, ah, mais j'en ai rien à foutre. C'est très bien comme ça. Donc, il faut, à un moment donné, prendre conscience d'un truc qui nous dérange pour avoir une chance de le modifier. Et si ça se fait pas, bah ça se transmet comme ça, de génération en génération, comme, je sais pas, on m'a appris que ça, c'est un téléphone, on m'a appris que ça, c'est un porte-monnaie ou un portefeuille, selon les régions. Et c'est des codes comme ça que j'ai. Si je vais au magasin et que je demande un téléphone, on va me montrer tous ceux qu'ils ont. Et on va s'entendre sur le mot téléphone et quel genre de produit c'est. Si je demande un téléphone, on va pas me montrer cette pince à cheveux. Personne va faire ça parce qu'on a tous le même code que bah, un téléphone, c'est ça, puis ça, c'est une pince à cheveux. Et du coup, l'amour, c'est pareil. Si on nous a appris que l'amour, c'est un truc un peu absent, si euh, typiquement, j'ai fait un réel il n'y a pas longtemps à ce sujet-là. Si on a un papa qui travaille et qui était très absent, qui en plus devait s'occuper de faire les finances à la maison, et puis qui devait faire du bricolage, et puis changer les pneus de la voiture et tout, puis en plus il faisait un sport ou je sais pas quoi, qu'il faisait 2, 3 fois par semaine, bah en gros, on a un papa qui est très absent. Donc, il va pas s'occuper de l'éducation, pas beaucoup. Il va pas s'occuper de l'école, il va pas s'occuper des rendez-vous médicaux, il va pas s'occuper de nous dire je suis fier de toi, bravo, je t'aime, etc. Il y aura peu d'émotionnel dans la relation. Et du coup, si c'est ça l'image de l'homme qu'on a, bah c'est ça l'image de l'homme qu'on va reproduire en étant adulte. Si on est un garçon, c'est l'image qu'on va reproduire. Et si on est une femme, bah c'est l'image de l'homme qu'on va chercher. À moins que dans ce parcours, l'enfant en question se dise non, ça c'est pas OK pour moi, je veux faire autrement. Et à ce moment-là, donc, on initie une évolution, un changement qui fait que, bah non, moi, si je dois m'occuper, si je dois travailler plus les finances, plus le bricolage, plus encore le sport, bah je vais arrêter ou diminuer un des trucs pour être un peu plus présent pour mes enfants. Puis c'est vrai que mon père, il m'a jamais dit je t'aime, en fait, ça m'a manqué, je me rends compte que j'aimerais bien l'avoir entendu un peu plus. Alors je vais faire, moi, l'effort de le dire un peu plus à mes enfants, etc., etc. Ça, tout part d'une prise de conscience pour créer l'évolution, pour se créer un monde qui nous correspond plus. Hmm. Ouais, c'est super important ça. Ça me donne envie de mettre cette phrase en highlight, tu vois. Citation de Patrick Bonfils. Parce qu'en fait, ça vaut dans tous les domaines de notre vie, quoi. Bien Et je sûr, trouve tous. que ce qui est chouette enfin, ce qui est chouette, on va dire ça, à constater aussi là dans notre échange, c'est qu'en fait, tout part de, OK, il y a une situation qui se passe comme ça, j'en prends conscience, je prends conscience de mon rôle là-dedans, et du coup, je deviens responsable de comment j'ai envie que ça se déroule. Que ce soit par Exactement. rapport à notre relation avec nous-mêmes, notre relation avec les autres, et c'est pareil ben, dans les projets aussi qu'on peut mener dans notre vie, etc. Mais Mm, ouais, ces prises de conscience sont importantes, et mm, moi, je trouve que c'est du coup super aussi
important et intéressant d'ouvrir son esprit aussi à d'autres façons de penser, d'autres façons de voir les choses, de vivre les situations, puisque ça nous fait aussi prendre conscience que peut-être que ce qu'on vit là, ben, c'est pas ce qu'on a envie et c'est Mm. pas ce que nous on désire et qu'il existe d'autres manières de faire. Ouais, ouais, tout à fait. T'as dit une phrase au début, ça me fait penser à une phrase qui était, bon, elle est très système informatique, donc je suis pas un monstre fan de cette phrase, mais elle illustre très bien ce propos. On n'est pas responsable du programme qu'on nous a téléchargé, mais on est 100% responsable de sa mise à jour. Et ça, pour moi, c'est parlant de ouf, quoi. Je suis pas responsable de l'éducation que j'ai reçue, mais je suis responsable d'en tirer le meilleur, quitte à être un peu déloyal envers mes parents, une fois par-ci, une fois par-là, pour adapter un peu ce qu'on m'a appris. Puis non, ben, moi, ça me correspond pas, j'ai pas envie de faire comme vous m'avez appris, puis j'ai envie de faire comme ci, comme ça. Et c'est à moi de le faire. Si moi, ça me correspond mieux de boire dans une bouteille en verre qu'une bouteille en plastique, alors que mes parents m'ont peut-être appris à boire plutôt dans une bouteille en plastique, bah, c'est mon choix. C'est moi qui fais comme je veux. Donc, pour cet exemple-là, c'est hyper facile. Mais après, pour l'amour, pour la communication, pour le respect de soi, pour l'écoute de soi, pour potentiellement la religion, pour le choix de son club de cœur, pour les footballeurs, on est souvent pour une équipe parce que son père, il était pour cette équipe-là. Et lui, pourquoi tu es pour cette équipe-là? Bah, parce que mon père, il était pour cette équipe-là. Tu as le droit de faire autrement. Tu as le droit de changer. Mm. Mais après, ça demande justement une certaine écoute de soi, encore une certaine prise de conscience de je fais ça parce qu'on m'a inculqué ça. Est-ce que ça me convient? Si oui, tant mieux. Sinon, c'est quoi les alternatives? Ouais, carrément. Et c'est vrai que parfois, c'est pas facile de faire ce chemin-là tout seul aussi. Et c'est pour ça que ben, il y a autant de métiers de l'accompagnement qui se développent maintenant. Et que ouais, parce qu'une fois qu'on a la prise de conscience, bon, c'est bien beau, mais il y a le passage à l'action derrière qui est pas forcément simple. Et c'est vrai que tout seul, on peut vite aussi tourner, bah, encore une fois, dans nos propres schémas, voir des situations qui se répètent et tout ça, que quand on a quelqu'un, bah, comme je pense à toi, par exemple, qui peut nous accompagner sur le sujet des relations, bah, ok, ça peut aussi venir nous dire, bah, en fait, là, tu es en train de répéter un truc, là, tu Mhm. te limites, et ce qui nous permet de mettre en avant aussi nos angles morts, quoi, pour Mhm. pouvoir mieux se rendre compte des Bien choses sûr. et que le changement soit vraiment à notre portée et puisse s'ancrer. Oui, bien sûr. Le changement, il est toujours à notre portée. Parce que comme tu disais, vouloir avancer et avancer, c'est pas la même chose. Se préparer à aller faire un saut en parachute, on peut tous le faire. C'est au moment de sauter de l'avion qu'on verra ceux qui ont vraiment la détermination de le faire. Et quand tu disais que je ne sais plus quelle phrase tu as dit, mais ça m'a fait penser à ce truc-là, plus de 9 clients sur 10 que j'ai, quand ils me décrivent leur relation amoureuse, au bout de 2 3 minutes, je peux leur dire, t'avais un parent qui était un peu absent, un peu violent, qui était pas très valorisant, ou alors qui était jamais satisfait, qui te demandait toujours de faire des meilleures notes, de faire des plus beaux dessins, ou qui voulait te pousser à faire plus, ou des trucs comme ça. 9, plus de 9 fois sur 10, la réponse elle est oui. Parce que forcément, si les gens ils arrivent vers un thérapeute comme moi, c'est qu'ils ont des choses à soigner. Notamment le fait qu'ils n'ont jamais déconstruit l'éducation qu'ils ont eue, l'image qu'ils ont eue de tous les thèmes qui consistent l'amour, que ce soit encore une fois la communication, la présence, l'authenticité, l'investissement, etc., etc. C'est des concepts qu'on n'a pas forcément remis en question, et du coup on fait comme nos parents nous ont appris. Le problème, c'est qu'on le fait avec des gens qui ont 50 ans de moins et qui vivent à une autre époque que celle de nos parents. Du coup, ben, faire avec les gens d'aujourd'hui comme on faisait hier, ben, ça marche pas vraiment. Aujourd'hui, on n'envoie pas une lettre, la même chose qu'on envoyait il y a 50 ans. Aujourd'hui, on envoie un mail. Donc, Mm. les choses évoluent, la technologie évolue, les codes évoluent, les manières de faire évoluent. Donc, sinon, on ne fait pas évoluer nos manières d'être, de penser, de réfléchir, de pratiquer, de transmettre. Ben, on n'a pas de destinataire au bout parce qu'il y a pas preneur, en fait. Mm. Ouais, ouais, carrément. Ok, ok. Bon, je pense qu'on a déjà fait un beau 360 de tout ça. Mhm. Je ne sais pas si tu as envie d'ajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'on a pu déjà se raconter ou quelque chose qu'on n'a pas mentionné ou qui te semble important de partager par rapport aux relations et l'amour au 21e siècle. Ben, je pense que ça va être un peu de la répétition, mais écoutez-vous et soyez conscient. Mm. C'est vraiment les deux meilleurs. L'intuition que vous avez, les signaux que votre corps vous envoie, c'est le truc le plus précieux que vous avez. Écoutez-le, mais par-dessus tout. Par-dessus tout. La peur, il faut l'entendre, pas forcément l'écouter. Parce qu'encore une fois, ça peut venir de l'ego.
de tu vas te mettre en danger si tu vas dire à cette femme qu'elle te fait un peu craquer, machin et tout. La peur, c'est plus souvent de l'ego. Pas toujours, mais souvent. Donc, il faut l'entendre, prendre conscience et respirer un peu et se dire, OK, cette peur-là, elle vient d'où? C'est quoi la vraie peur derrière? Qu'est-ce qui fait, c'est quoi la vraie mise en danger qu'il y a derrière? Si on arrive sur la mise en danger, c'est que je risque ma vie. Oui, alors effectivement, c'est une vraie peur, c'est pas de l'ego. Mais si on arrive sur la mise en danger, c'est qu'elles me disent non, puis que j'ai un peu honte, et puis que je sache plus où me mettre, bah ça c'est de l'ego. Personne n'est jamais mort de se prendre un râteau, quoi. Même ceux qui ont toute une cabane de jardin derrière, quoi. Donc écoutez-vous et faites-vous confiance. Vous savez faire les choses. Vous savez faire et vous savez être. Respectez-vous, écoutez-vous et faites en fonction de ce qui vous fera sentir le mieux. Vous Mhm. avez que ça à faire dans la vie. Merci pour ce message. Avec grand plaisir. C'est ce que j'essaie Terminé. de faire moi dans ma vie, donc ça me paraît logique de, Oui, de c'est ça. transmettre ça aux autres aussi. Ouais, généralement, les meilleurs conseils qu'on donne, c'est ceux qu'on a besoin de s'appliquer aussi. C'est ça, c'est ça. Mm. Ou alors ceux qu'on applique et qu'on trouve justement extrêmement pertinents et pratiques. Ouais, clairement, clairement. Trop bien. Terminé, j'ai préparé 10 phrases clichés et j'ai juste envie de te les citer et que tu me dises ton avis simplement vrai ou faux. Pour Ok, voilà, un petit ok. topo pour terminer. Et puis ceux qui ont envie d'avoir plus loin, d'aller plus loin, qui pourront peut-être t'envoyer un message ou nous dire dans les commentaires, tiens, ok, ça m'a impacté, on peut en dire plus, on peut creuser le sujet. Avec grand plaisir. Sur tout ce qu'on a dit d'ailleurs, hein, mais aussi sur les 10 phrases qui viennent que je ne connais pas, donc voilà, je suis un peu suspense aussi. Alors, première phrase, l'amour rend aveugle. Le vrai amour, faux. Ok. Les premiers jours de relation sont les plus passionnés. Oui, vrai. Ok. Les hommes doivent toujours prendre l'initiative dans une relation. Faux, faux, faux et archi faux. Être en relation libre, ça veut dire que tu es instable. Absolument pas. Ça veut dire que tu es... Bref, je dois juste dire vrai ou faux, donc je ne remonte pas. Vas-y, finis ta phrase quand même. Être en relation libre, ça veut dire qu'on a la confiance de laisser partir l'autre parce qu'on a confiance que nous, on est suffisamment bien et que l'autre va revenir à nous. Hmm, intéressant. Donc, c'est pas être instable, c'est justement être plus stable que les autres et de ne pas avoir la prétention de nous-mêmes satisfaire tous les besoins de notre partenaire. Après, attention que ce soit pas non plus un jeu d'ego, non? Ah, ça peut, évidemment, mais comme tout, Ouais. tout peut virer un jeu d'ego. Et même, si dans une certaine mesure, ça va nourrir l'ego, si c'est vraiment le jeu d'ego Pas qui mal. fait la relation libre, ça va pas tenir très longtemps. Ok. Prochaine phrase. Les femmes recherchent la sécurité et les hommes recherchent la liberté. Tu mets deux contextes en même temps dans la même phrase. Euh, Faux. Les disputes fragilisent le couple. Ça dépend comment elles sont gérées. Je dirais à l'heure actuelle, plutôt vrai. Mais encore une fois, si c'est bien géré, c'est complètement faux. Ok. Les cadeaux sont indispensables pour exprimer son amour. Faux. Il faut trouver son meilleur ami pour trouver un partenaire idéal. Faux. Les femmes sont plus romantiques que les hommes. En général, oui, mais tous ne sont pas comme ça. Et toutes ne sont pas comme ça. Et dernière phrase, tout le monde a une âme sœur, une personne qui lui est destinée à aimer. Sacrée question, ça aussi. Tu t'as gratiné la fin de l'interview, là. Tout le monde a une âme sœur et une personne à aimer. Tout le monde a une âme sœur, pas forcément, au sens où moi j'entends le terme âme sœur. Mais tout le monde a quelqu'un à aimer et tout le monde a de l'amour à recevoir de quiconque. Oui, il y a forcément. On est bientôt 8 milliards. Allez pas avoir la prétention de déplaire à 8 milliards de personnes, s'il vous plaît. Il y a forcément des gens à qui vous plaisez. Alors arrêtez de. Le je ne plais à personne, c'est de la victimisation, en final. Ok, très bien. Voilà mes phrases. Comme ça, on suscite aussi la curiosité s'il y en a qui ont envie d'aller plus loin. Exactement. Mais on se rend compte du coup, c'est intéressant puisqu'on se rend compte qu'il y a pas mal de clichés en fait qu'on a qui sont faux. Bien Et sûr. c'est aussi, comme tu as pu un peu le mentionner comme ça, un petit peu, bah, c'est aussi juste nous, notre définition, et encore une fois, tout ce que tu as dit tout au long de l'épisode, nous, nos valeurs, nos manières de voir les choses, notre manière de nous écouter pour bah, finalement faire ce qui nous correspond en fait. Mhm. Ouais, tout à fait. C'est nous qui créons notre vie. Si je porte cette chemise aujourd'hui, c'est parce que moi, je l'ai décidé. Parce que quand je l'ai vue au magasin, c'est moi qui l'ai acheté. En l'occurrence, je l'ai acheté à Rome en plus, donc c'est moi qui l'ai ramené ici. C'est moi qui la lave, c'est moi qui la remets, c'est moi qui m'organise pour la porter aujourd'hui, etc. On est responsable de notre vie et on est aux commandes de tout ce qui nous arrive.
On n'est Mm. pas coupable de tout ce qui nous arrive, mais on est responsable de tout ce qui nous arrive. Donc, si ce qui vous arrive, ça vous plaît pas, bah, changez d'abord votre manière de penser, ça changera votre manière de parler, ça changera vos actions, et donc ça changera vos résultats. Et donc l'environnement de ce que vous vivez. Trop bien, très bonne manière de terminer cet épisode. Avant juste de conclure, ben, où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de suivre ton travail, d'échanger avec toi, où ça se passe? Alors, le meilleur moyen, le moyen le plus à jour en termes de réseaux sociaux, c'est Instagram. Patrick Bonfils, thérapeute, que de toute façon, vous aurez le lien en dessous de la vidéo. Trop bien, ça marche. Bah oui, comme tu l'as dit, je mettrai ça. Enfin, le lien sera là dans la Ouais. description. Un très grand merci, Patrick, pour cet échange, pour toutes les clés que tu as apportées. Je pense que ça fait beaucoup de bien. Donc, un grand merci à toi. Mais merci à toi pour ta demande de participation puis de m'avoir accueilli du coup. Et pour le travail que tu fais aussi. Parce que les gens que j'ai moi, c'est justement des gens qui ont manqué de ce genre de paroles, de soutien, je sais pas si tu appelles ça des conseils ou de la formation, de l'éducation, quoi, mais c'est des gens qui ont manqué de ça quand ils étaient plus jeunes. Donc c'est vraiment important ce que tu fais et moi je te remercie aussi pour ça. Merci beaucoup. Et puis bon, pour toutes celles et ceux qui nous ont écoutés, faites-nous des retours, que ce soit en privé sur Insta si vous préférez, en commentaire sous cette vidéo YouTube, sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes, abonnez-vous, mettez des likes, des étoiles, tout ça, tout ça. Peut-être aussi pensez à partager cet épisode à un proche ou une proche que ça peut aider, parce que ça fait toujours plaisir de voilà, recevoir ces petits gestes d'amour comme on en parlait avant. Donc faites tout ça et puis on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Ciao, ciao! Ciao à tous.